grand entretien de la matinale consacré ce matin à l'eau, à la situation hydrique, pluviométrique de notre pays ou à l'inverse à sa sécheresse. Jamais le mois de juillet n'avait été aussi sec en France depuis 60 ans, depuis 1959 précisément. 68 départements déjà sont en alerte, 68 départements qui ont pris un certain nombre de mesures de restriction d'eau. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet qui inquiète bien des Français. Vous êtes hydrologue, spécialiste de l'adaptation face au changement climatique et je précise que vous avez fondé le centre de recherche Mayan près de Montpellier que vous présidez aujourd'hui. Commençons, j'ai envie de dire, par le constat, Emma Aziza. Est-ce que la France manque d'eau et est-ce que la situation est particulièrement critique ? Oui, la France manque d'eau et on ne l'avait pas vu venir parce qu'on a vraiment eu un hiver qui a été particulièrement chaud. On a même appelé ça un non-hiver. Mais malgré tout, on avait de bonnes entrées de pluie justement qui sont venues recharger les nappes profondes. Donc on s'attendait avec cette masse d'eau excédentaire à démarrer en fait une année 2019 en se disant que finalement on ne revivrait sans doute pas ce qu'on avait vécu historiquement en 2019 justement, qu'on ne le vivrait pas en 2020. Et puis on a eu ces deux phases très critiques. La première a débuté le jour du confinement. C'est vraiment la reprise de la végétation qui demande énormément d'eau pendant le printemps. Ces premiers jours de printemps sont arrivés le premier jour du confinement. 16 mars. Exactement. Et donc à ce moment-là, nous avons vraiment eu un temps extrêmement sec, extrêmement beau, avec des températures un peu supérieures à la normale, qui ont déjà suffi à faire en sorte que cette reprise de ces masses d'eau souterraines qui étaient en train d'alimenter cette végétation printanière, en fin de compte, a très vite suffi, mais à la fois, finalement, est arrivé à une certaine limite. Et puis, on est arrivé à l'été en se disant, en fin de compte, le mois de juillet n'a pas eu de canicule. L'année d'avant et l'année précédente, on avait eu des phases caniculaires qui avaient fait plonger d'un coup, en l'espace d'une semaine, l'état hydrique de nos sols dans un état de sécheresse profond. Donc on s'est dit que finalement on était assez bien, sauf que c'était sans compter le fait qu'il n'y avait quasiment pas une goutte d'eau dans notre ciel. Certaines villes en France ont reçu jusqu'à 2 mm d'eau, 2 litres par mètre carré en un mois. C'est absolument rien. Et donc c'est vraiment cet état-là qui nous a tout doucement fait basculer dans un nouveau système. Et puis là, on arrive au mois d'août. Et premier état, ce ne sont pas des canicules extrêmement marquées, mais c'est des pics de chaleur qui, malgré tout, dépassent les 40 degrés. Qui durent 2 jours. C'est ça, mais on voit très bien qu'on est en train de changer de système et puis là, les modèles prévoient pour cette semaine encore de nouveaux pics de chaleur caniculaires qui pourraient durer dans le temps. Donc là, on peut s'attendre à avoir encore un nouveau scénario qui s'annonce cette année. On voit très bien qu'on est en train de changer de système. Ça veut dire quoi ? Exactement. En fait, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier la question du changement climatique. C'est une réalité, et sauf qu'on est dans la réalité. On est en train de la vivre. Et donc, en fait, l'homme a toujours eu l'habitude de s'adapter au changement climatique. C'est même l'espèce vivante qui est le plus capable de s'adapter. Il a été capable de s'installer dans les toundras, dans le désert, partout. Parfois, il s'est un peu trompé, mais parfois, en général, il se ressent très vite et il est capable à nouveau de trouver, avec son ingéniosité, des solutions. Le problème, c'est qu'on est face à des populations extrêmement sédentaires. Et donc, c'est cette question de notre capacité aujourd'hui de nous adapter parce que finalement nos sociétés n'en ont pas l'expérience du fait de cette modification aussi rapide. En fait, en 4 ans, les choses ont changé. En 4 ans, on bat des records historiques permanents. Voyez ? Alors, l'adaptation, ça m'intéresse. J'ai envie qu'on reste encore un tout petit instant dans le constat, qu'on comprenne bien ce qui est en train de nous arriver. Vous avez utilisé le mot juste une seule fois de sécheresse. Qu'est-ce qu'on appelle finalement la sécheresse ? À partir de quand, de quel moment on considère qu'on est effectivement face à un phénomène de sécheresse ? Alors déjà, il existe différents types de sécheresse. On a des sécheresses atmosphériques, donc ce manque de pluie qu'on a connu en France. On a des sécheresses au niveau des sols, donc ce stress hydrique que vivent
vivent nos plantes et nos sols et que vivent les agriculteurs aujourd'hui. Mhm. Et pas que, les maisons aussi d'ailleurs qui en souffrent directement. Et puis on a ces sécheresses des milieux superficiels et souterrains, donc de nos masses d'eau, de nos rivières et de nos masses d'eau profondes, donc les nappes phréatiques. Les fameuses nappes phréatiques. Les fameuses, Mhm. en général, on a l'impression qu'on a un trou sous terre et Voilà, elles qu'on sont va assez avoir mystérieuses. On se demande de- à quoi ça ressemble en fait, c'est vrai. une citerne d'eau sous terre. C'est pas tout à fait ça. Alors En c'est fait, quoi? on a une mosaïque de possibilités de nappes souterraines. Mhm. C'est un milieu extrêmement riche. Parfois, une nappe souterraine, effectivement, c'est une sorte de rivière souterraine, un peu comme un gruyère où vous rentrez dedans, le fameux terrain de jeu des spéléologues. Parfois, ce sont des milieux fissurés, fracturés, qui sont d'origine volcanique ou magmatique. Et puis, d'autres fois, et c'est souvent ces nappes d'eau qu'on connaît le moins et qui sont le plus importantes, ce sont tout simplement des grandes plaines alluviales, donc des alluvions, et l'eau se situe entre les grains. Et donc, c'est ces fameuses nappes qui sont extrêmement fragiles, qui sont le plus souvent pompées à outrance parfois. Et donc, ces nappes d'eau qu'on a dans les grandes plaines, par exemple, du bassin du Rhône, de la Loire, de la Seine, en fait, ont une interaction permanente entre la nappe et la rivière. Et donc la sécheresse, c'est quand tout ça est à sec? Exactement. C'est-à-dire que là, normalement, quand vous n'avez pas de pluie, vous Mhm. avez quand même de l'eau dans nos rivières, à part Mhm. les rivières méditerranéennes qui sont à sec une majeure partie de l'année et qui en général vont s'élever jusqu'à 10 mètres de hauteur quand on a ces fameuses crues cévénoles méditerranéennes. Là, on est vraiment sur des rivières qui, aujourd'hui, en général, sont alimentées par justement ces milieux souterrains lorsqu'il n'y a pas de pluie. Le problème, c'est que lorsque ces milieux souterrains manquent d'eau, elles-mêmes, elles ne peuvent plus apporter leur eau directement à ces milieux superficiels. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près à 17% de rivières en France qui sont à sec, à l'heure où je vous parle. L'année dernière, on était arrivé à la fin de l'été, à la fin de cette période historiquement sèche, à 30%. Donc on peut s'attendre comme ça à voir nos rivières se tarir, s'éteindre au fur et à mesure du temps. Et le problème, c'est que quand on laisse justement ce tarissement se faire en profondeur, il y a une remobilisation qui se produit. Et donc, ce sont des nappes qui sont toujours plus fragiles Mhm. et donc qui se remplissent moins bien d'année en année. Ah, c'est pour ça que on voit qu'il pleut et on se dit, tiens, c'est marrant parce qu'on nous dit encore que les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment C'est ça. remplies, entre Le guillemets. lien entre la pluie et justement les rivières et les milieux profonds est extrêmement complexe, mais bien souvent, ces pluies ne sont pas ce que l'on appelle efficaces. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas pénétrer dans les sols. Pour qu'elles puissent pénétrer, il faut que le sol leur permette de pénétrer. Lorsque le sol est trop sec, il ne laisse rien passer, il est imperméable. Déjà que de nombreux territoires sont totalement imperméabilisés, mais même ceux qui ne le sont pas, anthropisés par l'homme, bah effectivement, ne représentent plus des zones d'impluvium, ces fameux réservoirs qui permettent de capter ces eaux de pluie et de faire le lien entre l'atmosphère et les milieux souterrains. Donc c'est un vrai problème et surtout, le deuxième problème que j'ai envie de souligner, c'est la qualité de l'eau. Parce que s'il n'y a plus de quantité, il n'y a encore moins de qualité. Pourquoi? Alors déjà, c'est un vrai problème en France qu'on a, c'est le bon état écologique des cours d'eau. Il est très complexe à obtenir. Il y a eu des normes européennes, il y a eu des demandes qui ont été faites et on a tout fait pour essayer de l'atteindre. Et malgré tout, on a aujourd'hui 44% seulement de nos rivières qui sont dans un bon état écologique et seulement 62% qui sont dans un bon état chimique, pour vous dire tout le travail qui nous reste à faire. Et donc, malgré ça, en fait, c'est cette fameuse ressource, c'est ces fameuses masses d'eau superficielles qui sont en train de diminuer au fur et à mesure du temps et qui sont extrêmement polluées. Juste pour souligner cet ordre de pollution, on a retrouvé dans nos rivières en France plus de 380 pesticides différents, Waouh. au moins une fois dans nos rivières en France. Mhm. C'est une réalité, c'est pas quelque chose qui est anecdotique. La rivière, c'est souvent le lien justement entre l'activité de l'homme et donc tout ce système économique. Et au-delà des prélèvements sauvages qui sont difficilement maîtrisables et qui sont extrêmement importants, on a effectivement des rejets dans nos rivières qui, dès lors que cette eau diminue, à un moment donné, on n'a plus cette recharge en oxygène. Donc en fait, on a une vulnérabilité de nos milieux qui s'accroît. Et quand on n'a plus d'eau sur nos territoires, c'est nous qui sommes directement dans la ligne de mire parce qu'on a besoin de cette eau pour vivre.
Alors, terminons avec le constat. Je le disais, 68 départements sont en alerte et en restriction d'eau. 68 départements, j'ai un peu envie de dire, c'est pratiquement toute la France quand même, hein, c'est au moins les 2 tiers. Quelles sont les zones les plus touchées? Ça fait 2 fois que vous parlez du bassin méditerranéen. Et quelles sont les zones surtout où ça s'est accéléré ces dernières années? Alors, d'une année sur l'autre, ce ne sont pas les mêmes zones qui sont touchées. C'est déjà important de le souligner. Le bassin méditerranéen est moins concerné cette année. On est vraiment sur un axe, j'ai envie de dire le centre, tout le bassin de la Loire, donc le bassin du Rhône et puis notamment une partie de la Seine et le Grand Est. Ce sont vraiment les zones sur lesquelles il n'y a quasiment pas eu de recharge de pluie durant l'hiver. Heu, Durant le printemps, on a vécu des températures supérieures à la normale et puis là encore, on voit bien qu'on a, de temps à autre, des petits orages qui éclatent. Ce sont des cellules orageuses qui font à peu près 30 kilomètres carrés de surface, mais qui pour autant, lorsque cette eau va arriver justement sur ces sols, elle ne pénètre pas, elle ruisselle. Donc on a des orages parfois localisés, on a surtout beaucoup de grêle et puis on a un nouveau phénomène qu'on a vu encore la semaine dernière, ce sont ces impacts de foudre extrêmement importants Mmh. où l'eau n'a pas le temps d'arriver sur le sol, elle est directement reprise au niveau de l'évaporation. Ah, Donc en bien sûr. fait, ça génère quoi? Ça génère tout simplement des Des nuages? foudres, Ah non, des foudres. Mmh. qui atteignent les sols et donc des départs de feu majeurs. Donc on voit bien que tout est relié. Ces incendies qu'on voit ci et là sont clairement directement reliés à cette analyse météorologique et à nos systèmes hydriques au Alors niveau la du sol. France, elle compte quand même, 270 000 kilomètres de cours d'eau, Mmh. de fleuves, de rivières, de ruisseaux. C'est le plus important, réseau, hydrographique, d'Europe. Mmh. Est-ce que c'est une force finalement, par rapport à nos voisins, européens ou est-ce que c'est une faiblesse, cet immense réseau de cours d'eau, vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Le fait d'avoir, un réseau hydrographique extrêmement maillé est une grande force pour un pays, clairement. Mmh. Hem, on a quand même des masses d'eau qui sont extrêmement importantes en France, mais effectivement, le lien est entre la réserve disponible et ce que l'on va prélever et donc c'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver et donc lorsque ce que l'on prélève est plus important que ce qui est disponible, c'est à partir de là que le système bascule et c'est justement à partir de là qu'on a ces problèmes de qualité et de vulnérabilité. Vous voyez? Donc c'est toujours un juste équilibre à trouver à partir duquel le système va basculer d'un coup. Mmh. Alors, on a déjà beaucoup de questions au standard de France Inter. Marie-Christine, est avec nous. On vous écoute, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai lu ou entendu qu'on utilisait uniquement 5% de l'eau que l'on consomme pour boire. C'est-à-dire qu'en gros, 95% de l'eau sert à autre chose. Je voulais savoir si c'était vrai. Et du coup, ça me questionne sur notre rapport à l'eau. Alors moi, je vis en Normandie, donc bon, on est plus, je dirais pas désinvolte, mais bon, on a un rapport peut-être culturel à l'eau un petit peu différent des régions où il fait plus sec. Et du coup, est-ce que les pouvoirs publics ont un levier là-dessus sur notre façon de consommer l'eau? La réponse d'Emma Aziza. Alors effectivement, la consommation, à des fins domestiques est extrêmement minime aujourd'hui en France. D'ailleurs, j'entends très souvent, des discours, très culpabilisateurs en vous disant: «Ne prenez pas de bain, prenez une douche». Je crois que c'est pas ça qui pose le plus gros problème aujourd'hui en France. Les 2 plus grands consommateurs d'eau en France sont clairement aujourd'hui les systèmes industriels et l'agriculture. L'agriculture peut monter jusqu'à presque 80% de l'utilisation d'eau durant les périodes estivales, puisque c'est à ce moment-là, au moment où il y a le moins d'eau, qu'effectivement elle a besoin le plus Bah oui, pour les céréales, pour les légumes, pour les fruits, Exactement. pour tout ce qu'on mange. Donc effectivement, vous avez raison de le dire et de le souligner. En fait, on a très peu d'utilisation d'eau à notre échelle. Malgré tout, ça représente quand même une quantité importante. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau potable, donc c'est de l'eau qui a été traitée. Ce n'est pas quelque chose de naturel d'avoir de l'eau dans nos robinets. On a de nombreux pays qui n'ont pas justement cette chance-là, qui ont des coupures régulières, qui n'ont pas d'adduction en eau potable justement jusque dans leur maison. Donc nous, on s'est habitués à avoir quelque chose, c'est quelque chose de normal. Le problème, c'est que l'année dernière, justement, durant cette sécheresse en 2019, en France, on a eu jusqu'à 100 jours de rupture d'approvisionnement dans de nombreuses villes
qui ont été alimentés par camions-citernes. Donc voilà, c'est plus un scénario de science-fiction, c'est une réalité que l'on a vécue, que j'espère nous ne vivrons pas malgré tout. On voit bien qu'on a quand même un scénario d'ici fin août qui risque d'être problématique pour certaines masses d'eau. Donc vous voyez effectivement le gros travail à faire aujourd'hui, très clairement, et je pense que l'appui politique, s'il doit se faire, c'est dans ce sens, c'est travailler sur les solutions pour diminuer justement l'utilisation de l'eau au niveau des systèmes agricoles et au niveau de l'industrie, parce que c'est là où on a la plus grande marge de manœuvre sur cette utilisation de l'eau potable. Mais qu'est-ce qu'il peut faire l'agriculteur finalement? Qu'est-ce que vous lui demandez? D'utiliser moins d'eau? Mais comment on fait ça? Alors, il existe énormément de solutions. Il existe, par exemple, des systèmes de goutte à goutte. Les systèmes d'irrigation doivent se transformer en profondeur. Je pense que l'agriculteur est déjà en train de se transformer, puisque c'est lui qui est en train de payer le plus cher depuis ces dernières années. Donc, voilà. Alors justement, on a un agriculteur qui veut poser une question. Il s'appelle Thierry et on l'accueille. On écoute votre question, Thierry. Oui, bonjour. 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 Donc, je suis Thierry, je suis agriculteur dans la Drôme, à Anéron, exactement 2640. Donc, nous sommes des agriculteurs irrigants depuis plus de 40 ans. Et je déplore, enfin, c'est pas vraiment une question que je vais vous poser, mais vous parlez de goutte à goutte, vous parlez de choses formidables. Ça fait 40 ans que le goutte à goutte existe. Le goutte à goutte est adapté à certaines cultures, pas à d'autres. Je déplore, moi, que aucun moyen, aucun investissement n'est fait pour stocker l'eau, pour irriguer, justement, avec des stockages d'eau, alors qu'on est dans des régions où l'eau est abondante. Mais malheureusement, aucun investissement n'est fait dans ce sens et toujours on attaque l'agriculteur en le mettant en bouc émissaire de la consommation d'eau, alors qu'il produit que de la matière organique, de la biomasse qui, elle, capte du CO2 et émet de l'oxygène et justement augmente le taux de matière organique pour stocker de l'eau. Merci Que beaucoup, Thierry. répondez-vous à cela? Merci beaucoup, Thierry. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les retenues d'eau, c'est une bonne idée? Les retenues collinaires sont justement une vraie question qui se pose ces 3 dernières années, depuis qu'on vit des sécheresses historiques. Le problème des retenues collinaires, c'est que, premièrement, ces masses d'eau que l'on va conserver vont être conservées à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on va finalement permettre un flux évaporatoire extrêmement important. Donc, une partie de cette eau qui va être retenue va repartir dans l'atmosphère. Donc ça, c'est déjà un problème parce que c'est une perte directement du cycle de l'eau et c'est de l'eau qui ne va pas retourner dans les milieux souterrains. Deuxièmement, il y a eu des recherches très importantes qui ont été menées parce que justement, il existe de nombreuses retenues collinaires, par exemple dans les systèmes agricoles en Tunisie. Et donc, on s'est rendu compte que quand on permet des retenues collinaires, en fait, ça permet à l'agriculteur surtout de consommer la même quantité d'eau. C'est-à-dire que ça ne lui permet pas de comprendre que le système du cycle de l'eau s'est modifié et donc il continue à consommer toujours autant d'eau. Donc c'est un vrai problème en soi parce que ça peut être une solution à l'échelle des quelques années qui viennent, mais ce ne sera absolument pas une solution sur du long terme. Il faut absolument essayer de changer nos modèles, de changer de culture variétale, de changer nos systèmes, tout comme on va devoir bientôt, justement, avec ce changement climatique, sans doute changer nos métiers. On est dans un changement de paradigme complet. On a des pays dans le monde qui sont aujourd'hui capables et qui investissent énormément dans des usines de dessalement, qui sont capables justement de produire des variétés agricoles dans des eaux saumâtres, des eaux salées, parce que parfois on n'a plus le choix. On n'est pas aujourd'hui dans un pays aride en France, bien sûr, mais par contre, on tend vers un nouveau système sur lequel il va falloir réfléchir. Et il existe beaucoup de solutions, notamment dans la recherche, qui mettent en évidence des systèmes qui permettent de tenir justement face à ces sécheresses extrêmes. Je pense par exemple au trèfle blanc. Il existe... Je ne peux pas toutes les citer, mais il existe beaucoup de solutions. Il faut réfléchir ce que l'on veut protéger et comment on veut s'adapter pour pouvoir chercher des solutions. Je voudrais rester un instant encore sur la retenue d'eau. Vous avez peut-être entendu en fin de semaine dernière le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, promettre qu'il allait faciliter la construction de ces retenues d'eau. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin? Qu'il est totalement irresponsable? Pas du tout. Je pense que c'est une solution qui est à court terme, qui est pas une solution vivable sur du long terme. Je vous dis, faire ces retenues d'eau, c'est enlever cette eau à ces masses souterraines et c'est surtout ne pas permettre
un équilibre et une équité entre les différents agriculteurs. Mais il veut les faciliter, donc on va Parce les que accélérer, on va en avoir plus. lorsque vous allez créer une retenue collinaire et vous allez permettre justement d'irriguer et de donner de l'eau à certains, d'autres en auront encore moins. Ceux qui veulent justement prélever dans la nappe, ben eux, ils auront encore moins d'eau. Donc il y a vraiment cette question du partage de l'eau qui est un vrai problème, qui est souvent un problème justement dans les pays arides et semi-arides et qui est en train d'arriver chez nous. Il faut juste faire attention à ces mesures qui peuvent être des mesures tampons, des solutions. C'est un pansement que l'on met, mais par contre, on ne va pas rechercher les causes et on ne va pas traiter les causes. Et bien entendu, l'agriculteur qu'on a entendu nous parlait effectivement du fait que le goutte à goutte existe depuis longtemps. Je donnais cette solution comme un exemple. Il existe énormément de solutions et l'innovation est en train d'arriver. On est aussi dans un nouveau système 2.0 où le big data est en train de nous apporter quelque chose de Mais nouveau. est-ce qu'il y a des décisions un peu tranchées à prendre? Est-ce que, par exemple, je ne vais pas me faire les amis des agriculteurs en posant cette question, j'imagine, en tout cas pas dans le sud-ouest, est-ce que, par exemple, on peut continuer à produire du maïs en France? Est-ce que c'est raisonnable? Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement problématique. C'est arrivé dans l'après-guerre. On a voulu cette phase de croissance permanente qui ne s'arrêtait jamais. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans l'après-guerre. On est dans un nouveau système et on est dans ce système où finalement il va falloir s'adapter parce que je vous dis, ce changement climatique est une réalité qu'on vit à notre échelle. C'est-à-dire que jusque-là, ça se passait à l'autre bout de la planète. Ça se passait en Inde, ça se passait au Pakistan. On avait des températures extrêmes. On avait des moins 40 degrés pendant 3 semaines au Canada. Même ça, c'est le changement climatique. Le changement climatique, ce n'est pas que le réchauffement. C'est un changement, c'est un bouleversement global. Et puis, là, ça se produit en France. Et donc, ça s'installe en France. Il va falloir s'habituer à des températures extrêmes. L'année dernière, on a eu 46 degrés dans le Gard. On peut s'attendre, comme ça, à avoir des pics de plus en plus importants, des milieux caniculaires, et donc un système avec ces masses d'eau qui sont de plus en plus fragiles. Alors, Annick attend depuis un petit moment pour pouvoir vous poser sa question, elle aussi. Annick, on vous écoute, vous pouvez poser votre question. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour France Inter. Simplement, je voulais faire une remarque sur la multiplication des piscines privées en France et les publicités qui sont faites à ce sujet. Et cela me choque parce que je considère que le moment est inadéquat pour développer les piscines privées qui sont grandes consommatrices d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plus de piscine l'été? Comment on s'organise? Est-ce qu'il y a des décisions radicales à prendre aussi? Je crois qu'on est déjà dans une période post-Covid où on vit quand même pas mal de C'est frustration. bien de le rappeler. Je pense que les piscines sont sans doute effectivement très consommatrices d'eau, mais je crois que justement à l'échelle individuelle et domestique, même si ça ne représente pas énormément de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'eau potable qui est consommée aujourd'hui en France, il existe de nombreuses solutions à l'échelle individuelle. Justement, par contre, à l'échelle individuelle, ça peut être intéressant d'avoir des collecteurs d'eau de pluie qui permettent justement d'arroser son jardin, qui permettent de ces utilisations localisées. Je pense aussi à une autre solution qui est de plus en plus développée, c'est ce qu'on appelle la réuse, c'est la réutilisation des eaux usées, parce que ces eaux usées, lorsqu'elles sont nettoyées, elles servent une seconde fois justement au fait de nettoyer nos trottoirs. On n'est pas obligé d'utiliser de l'eau potable pour ça. Donc il existe comme ça des solutions très innovantes qui sont en train d'arriver. Et vous qui avez des apportent- solutions pour notre habitat, nos maisons? Elles Oui. vont devoir changer aussi? Oui, S'adapter. il existe énormément de solutions d'économie d'eau. Je pense que ça devrait être quelque chose d'obligatoire, un bien public. Le fait d'avoir des mousseurs, par exemple, sur nos robinets qui diminuent par 2 le débit ou sur nos douches. Pareil pour nos toilettes. Il existe énormément de solutions Ça pour paraît pas consommer très compliqué. moins Pourquoi d'eau. on sait pas tout ça et pourquoi c'est pas fait? Alors, c'est enseigné en général à l'école, mais effectivement, de là à passer dans les milieux domestiques, il y a des villes qui ont, par exemple, initié ces démarches. J'ai trouvé ça super l'année dernière. En Ardèche, on avait des villages qui ont carrément distribué ces solutions à leurs administrés. Je trouve que là, il y a vraiment un intérêt majeur parce que tout ce qui ne va pas être une consommation directe dans notre robinet, c'est de l'eau qui ne va pas être prélevée dans le milieu récepteur, donc dans notre source, qui va être moins sollicitée, qui va être un peu plus protégée. Et donc, on va moins vers l'antre de cette vision que l'on a eue avec ces fameux camions-citernes qui arrivaient parce que justement, nos milieux souterrains n'étaient plus capables d'alimenter nos villes. Pour terminer très vite, il y a une question que j'ai envie de vous la poser. C'est Bertrand en fait qui nous l'envoie. Je pense que c'est important pour lui que je pose cette question. Nous avons un projet d'installation d'une ferme maraîchère bio
en région Rhône-Alpes. La sécheresse y est particulièrement forte. Est-ce que c'est réaliste ou pas de se lancer? Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que c'est Rapidement. réaliste. Pourquoi? Parce que, en général, quand on parle de permaculture, quand on parle de système biologique, on respecte le vivant. Et donc, le fait de venir respecter nos sols, ça les rend résilients. Les sols sont capables de bien réagir à des sécheresses extrêmes, à condition d'avoir assez de nutriments, d'avoir assez d'oxygène, d'avoir une biodiversité. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est vraiment la qualité des sols en France qui, après tant d'années d'agriculture intensive, finalement, les ont totalement appauvris. Et donc, finalement, on réduit, on limitait et nous ont rendus plus vulnérables. Et le sens qu'on doit prendre, c'est vraiment cette question de la résilience. Merci de nous avoir éclairé ce matin, Emma Aziza. Merci. Alors, il pleut sur une petite partie du pays aujourd'hui, mais on l'a bien compris, ça ne suffira pas. Permettez-moi malgré tout de vous souhaiter une excellente journée. Merci.